suis François Collin, je suis le directeur de la stratégie climat et environnement de HEC Paris. Bien sûr, on l'a senti. Et ça a été un phénomène au moins national, mais qu'on a vu dans d'autres pays du monde. C'est-à-dire que la création de cette équipe qui s'est réunie autour du manifeste pour un réveil écologique a été extrêmement visible, extrêmement efficace. Donc bien sûr, on a suivi ça. Bien sûr, les étudiants HEC y ont participé. 600 étudiants d'HEC ont signé le manifeste à HEC Paris. Donc cette prise de parole, elle a été forte, elle a été visible, elle a été entendue par les écoles et par les recruteurs. Mais cette naissance-là, ce n'est pas seulement le mouvement des étudiants. Je pense qu'il faut aussi voir que dessous de cette prise de conscience sur les urgences de l'écologie, du climat, de la biodiversité, de l'environnement, elle est partagée assez largement dans la société, y compris dans des institutions comme la nôtre, comme HEC Paris, comme les grandes écoles. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de profs depuis très longtemps qui travaillent sur ces sujets, on pourra en reparler. Il y a le staff qui est mobilisé, il y a les alumni, il y a les entreprises partenaires. Donc tout ça, ça ne se passe pas par hasard. C'est dans un temps où il y a une mobilisation qui se fait autour de ces enjeux. Alors pourquoi est-ce que ça arrive à un moment donné? Je crois qu'il y a des points de bascule. Il y a une phrase qu'on répète souvent, c'est le sérieux a changé de camp. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans le monde du business, les écolos, c'était l'alternative, c'était les anti-business, c'était les anti-globalisation, c'était les alters, c'est la contestation. Aujourd'hui, le sérieux a changé de camp, c'est-à-dire c'est juste pas possible de ne pas être du côté de l'action climatique et de l'action environnementale quand on est engagé dans le monde du business, de la finance ou de l'enseignement supérieur. Mais je veux dire, j'étais fier. J'étais fier de me dire, encore une fois, cette prise de parole, elle est forte, elle est entendue, elle est claire. Il y a un message pour l'enseignement supérieur, il y a un message pour les recruteurs. Donc il y a une génération qui s'est emparée d'un sujet avec beaucoup de responsabilités. Cette fierté, je raconte une anecdote, je l'ai ressentie en une autre occasion. L'année dernière, j'étais la grande journée de Climate Finance, de la finance verte, où il y a toutes les banques, absolument tous les acteurs internationaux du monde de la finance. Donc le grand sujet, c'était comment est-ce qu'on accompagne la transformation de la finance vers la finance durable, comment on sort des investissements dans tout ce qui est gaz et pétrole pour une économie décarbonée. Et il y avait les étudiants du manifeste qui étaient là, il y en avait 3. Et à la fin de la journée, les étudiants, ils avaient une séquence de restitution de leur vécu de la journée. Ils sont arrivés sur scène, sans notes, avec un message vers l'Assemblée qui était là, qui était incroyable de force et d'impact, qui a été, en résumé, on s'est entendu, on n'a pas 10 ans à attendre. Hein, vous connaissez le message des étudiants du manifeste. Ces jeunes-là, ils ont eu un quart d'heure de standing ovation. Dans la salle, c'était toute la communauté financière qui était là. Le message était tellement fort, tellement authentique, tellement sincère, tellement évident. La salle s'est levée, les applaudit pendant un quart d'heure. Il a fallu, à un moment, les faire sortir de scène parce qu'il y avait le ministre de l'économie qui arrivait et que finalement, c'était plus la star, c'était les étudiants. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette génération que je trouve inspirant et qui donne beaucoup d'espoir dans l'avenir. Et moi, j'ai l'âge d'être le père des jeunes de cette génération-là, j'ai des enfants de cette génération-là. C'est une génération qui, je trouve, nous porte et nous inspire. Donc, il ne s'agit pas non plus de renverser les rôles et de dire bah, « écoutez, les jeunes, vous êtes extraordinaires, vous allez vous occuper de l'avenir ». Je trouve que ça nous renvoie, nous, de manière immédiate, nous, notre génération, à notre responsabilité, parce qu'on a la main. On a la main sur un tas de choses. On est dans nos différents jobs avec la possibilité d'agir et de changer le cours d'un certain nombre de choses. Donc cet appel-là, ça a été un moment effectivement assez fondateur pour nous interpeller sur l'obligation
d'être à la hauteur de leurs attentes. Et si vous voulez, quand on est une école, on n'est pas juste spectateur de la construction du monde. On contribue à la construction du monde parce qu'on produit une recherche, donc des propositions, une vision, un projet à travers de la recherche, quel que soit notre domaine d'intervention. Et puis on forme des jeunes qui vont prendre des postes de responsabilité et qui justement vont être ceux, surtout dans des écoles comme la nôtre, qui vont avoir des postes décisifs. Donc ça nous renvoie, nous, à une responsabilité qui est essentielle et un sens qui est extraordinaire sur l'action que l'on mène. Donc vous voyez que vous me demandez comment on réagit par rapport dans cette prise de conscience qui est plus large et aux attentes des étudiants qui sont encore plus précises. Il y a, en tout cas pour moi dans mon job précédent, un moment où on se dit je ne peux plus faire autre chose. L'urgence et l'importance est telle que je ne peux plus faire autre chose. Et je me suis beaucoup engagé dans le comité de direction depuis 2 ans déjà sur ce thème. HEC, il se trouve qu'on a depuis très longtemps un engagement très fort sur les questions sociétales et en particulier sur les questions de justice sociale, de redistribution, d'entrepreneuriat social, avec les travaux des équipes de profs et d'un institut qui s'appelle l'Institut SNO, Society and Organizations, qui porte depuis très longtemps un message vraiment fort et novateur avec des gens comme le prix Nobel Mohamed Younous, avec Emmanuel Faber, le patron de Danone, qui est un homme visionnaire, diplômé de l'école, qui réfléchit énormément sur le sens du business. Donc on avait déjà une réflexion extrêmement riche sur l'impact social du business. Et je trouvais qu'on pouvait aller plus loin sur la réflexion sur l'impact environnemental. Donc j'ai beaucoup porté ce message dans l'équipe de direction de l'école, jusqu'au moment finalement où je me suis dit, mais le reste de ma carrière, ça sera ça. Parce que c'est un chemin de transformation qui appelle une mobilisation générale. On a mis en place un parcours dès la rentrée issue de prépa, qui est un parcours de 200 heures, ce qui est vraiment significatif, un parcours de 200 heures autour des questions du sens et autour des questions de la sustainability, du développement durable. Et pour nous, les deux vont ensemble, c'est-à-dire que la réflexion sur le sens, c'est aussi dans une école de business qui forme des gens qui doivent prendre des décisions, qui vont avoir un rôle dans l'économie, de réfléchir à ce qu'est la fonction de dirigeant, la fonction d'entrepreneur, la fonction d'acteur de l'économie. Et quel est le sens même de l'activité économique. Ce n'est évidemment plus seulement de générer du profit pour les actionnaire, c'est de remplir aussi une fonction sociétale, de contribuer à un certain nombre d'enjeux du monde, parce que l'économie est un acteur de la fabrication de ce monde. Donc ce parcours sens et sustainability, il est pour tous les étudiants de la grande école à partir de leur premier jour d'arrivée, 200 heures. Alors ils font quoi? Je donne quelques exemples. Les séminaires de rentrée, alors cette année malheureusement impossible à cause Covid, mais les séminaires de rentrée sont faits sur le terrain. La promo a été coupée en 3, sur 3 sites différents. Il y en avait en Bretagne justement, il y en avait un autre au Mont-Saint-Michel, et puis il y en avait un à Chamonix, avec des réflexions sur le sens et l'impact. Celui de Chamonix, il était emmené en trek. Le sujet, c'était aussi l'impact sur l'environnement et le changement climatique. Et c'était là, face à la mer de glace, prise de conscience de ce que ça veut dire quand vous voyez l'impact sur les glaciers. Et à partir de ça, faire réfléchir les jeunes justement sur le sens de leurs actions. Et de là, déroule tout un programme de cours, avec énormément d'ailleurs de modules qui sont en ligne, donc digitaux. Donc bonne nouvelle, on peut continuer cette année. Tous les étudiants passent le SULI-test. Le SULI-test, c'est un test qui mesure justement la compréhension de tous les enjeux du développement durable. Ça, c'est une mesure d'entrée. Après, ils suivent tout un parcours sur justement toutes les compétences de compréhension de tous ces sujets-là.
En deuxième année, ils vont calculer leur propre empreinte carbone pour comprendre aussi leur impact individuel. Et puis du contenu qui est donné tout le long de ce parcours. Voilà, avec la fresque du climat aussi, qui est un dispositif qui amène par une sorte de jeu à comprendre finalement les interactions qui ont un impact sur l'évolution climatique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce parcours-là, il est soutenu par des entreprises, par des donateurs, par des anciens élèves, qui sont des patrons, qui sont justement dans cette prise de conscience de l'urgence, de l'accompagnement de l'école vers une nouvelle pensée sur le capitalisme, une nouvelle conception de la place de l'entreprise et une nouvelle réflexion sur le sens et sur la place de l'économie. Et donc ces gens-là sont aussi des patrons d'entreprises inspirés et inspirants qui accompagnent les jeunes et qui accompagnent l'école. Et tout ça avec un programme de mentorat d'anciens élèves qui veulent eux-mêmes accompagner les jeunes pour qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient guidés dans cette projection dans l'avenir, sans être laissés seuls face à une espèce d'inquiétude, une espèce d'angoisse. Et si on arrive à aider des jeunes à trouver la part qui sera la leur à un projet plus vaste et plus collectif, on a fait notre job. Et donc c'est ça, notre rôle, c'est d'amener du savoir, des contenus, de l'empowerment, comme on dit en anglais, donner confiance, envie et la responsabilité à une génération d'inventer son avenir, mais aussi nous, sans nous défausser de notre propre responsabilité, nous, notre génération, de leur fournir des méthodes, des solutions, des mentors, des modèles. Donc c'est ça finalement tout le dispositif qu'on a mis en place pendant 2 ans. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non. Non, il faut aller plus loin. Et je pense que si les étudiants étaient là, mais ils vous diraient c'est pas assez. Et donc c'est bien ce projet-là qu'on a, c'est d'aller plus vite, de nourrir beaucoup plus tout ce projet éducatif qui, encore une fois, donne à l'école une extraordinaire mission. C'est aussi de très belles heures pour l'enseignement supérieur, de comprendre qu'on est à un moment clé de l'histoire où, encore une fois, on a une mission éducative d'accompagner des gens qui ont une attente extraordinaire. Avant même de répondre sur l'entreprise, je vais même vous répondre sur le débat académique. Parce que cette espèce de tension-là, elle existe dans le monde académique, elle existe entre les profs, elle existe entre les chercheurs, les économistes, les gens qui réfléchissent justement au rôle de l'entreprise et à la place du capitalisme. Et je crois qu'il n'y a pas une vérité, un chemin qui se soit dégagé, sur lequel tout le monde peut dire on signe, on a la solution. Malheureusement, on ne l'a pas. Donc, je réponds déjà sur l'académique, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on ne prétend pas donner le chemin et avoir la solution sur, encore une fois, le capitalisme, la finance, etc. On prétend au moins poser les bonnes questions. Et c'est déjà énorme si on arrive à accompagner la jeunesse, mais aussi les entreprises, dans le questionnement, parce que les questions, là, on les connaît. Et pour être dans cette exploration des solutions qui sont compliquées. Parce que, oui, on peut avoir une réponse sur l'écologie, mais on sait très bien qu'il faut à la fois gérer le social et que la transition n'est pas juste le confort d'une rupture en disant on change de monde. Donc on a des principes de réalité qui sont compliqués, qui sont douloureux, dans un contexte de tension mondiale que l'on connaît. Donc ce débat-là, et on sait que les réponses, elles ne vont pas être noires et blanches, donc c'est aussi la responsabilité du monde académique de les tenir. Alors l'entreprise, c'est un acteur avec lequel on dialogue sur ces questions-là. Je trouve que dans beaucoup d'entreprises auxquelles on parle, on a des lieux d'innovation, des lieux de modernité de la pensée, des laboratoires de réflexion qui sont incroyables et qui pourraient en apprendre d'ailleurs à beaucoup d'intellectuels ou beaucoup d'observateurs du sujet de l'écologie. C'est-à-dire qu'elles sont confrontées tellement à la remise en cause de leur business model,
La crise du Covid est bien sûr été un accélérateur de ce questionnement sur les pratiques et sur des choses à réinventer. Il y a plein d'entreprises qui sont des laboratoires d'innovation. Alors, il y en a peut-être d'autres aussi qui sont plutôt confrontés à l'ancien monde parce que leur activité elle-même les rend moins aptes à la transition énergétique, à l'économie décarbonée. Mais je suis plus frappé par l'inverse. Et les entreprises qui viennent nous voir justement pour nous soutenir, c'est celles qui veulent pour le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire un lieu de réflexion, d'invention, de prospective, on contribue également à un dispositif de co-construction de modèles différents. Donc pour nous, l'entreprise est plus un partenaire du projet que le mal. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait arriver à dénouer, c'est-à-dire cette relation à l'entreprise, à la grande entreprise, à la grande multinationale. On voit bien qu'elle est problématique. On voit bien qu'il y a un rejet, justement, on va dire, de l'ancien monde, pour faire simple, et de dire, et ce message a été extrêmement fort et très bien passé, de dire, attendez, nous n'irons plus travailler chez vous si vous ne nous faites pas la démonstration de la réalité de votre investissement sur la transition énergétique et écologique. Et donc, on va inverser la table de l'entretien. Ce n'est plus nous qui postulons chez vous, c'est vous les entreprises qui allez finalement venir nous expliquer si on mérite de travailler chez vous. C'est un moment très fort. Mais si ça s'accompagne d'une sorte de table rase, de rejet de l'emploi, on va dire, classique des grandes boîtes, je pense que la jeunesse passe à côté de quelque chose et que les grandes boîtes passent aussi à côté d'une rencontre. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur le marché du travail, beaucoup de jeunes arrivent avec justement tellement de révolte et de volonté de rupture qu'ils disent l'entreprise classique, c'est pas possible, je n'ai pas ma place, ça va pas assez vite, je vais choisir des chemins de traverse. Donc le rêve de l'ONG, le rêve de l'action sur le terrain, je vais changer le monde moi-même concrètement sur le terrain. Et puis l'entrepreneuriat, donc pas ta boîte, la mienne, je monte mon projet et je vais avoir mon impact. Et bien sûr, c'est très très bien que ça existe. C'est formidable et on est encore une fois fiers de cette jeunesse qui prend les choses en main. Mais je pense qu'il ne faut pas ignorer que ces grandes boîtes vont participer à la construction de cet avenir et ont besoin de cette jeunesse avec cette exigence-là. Et je vois, on va venir vers nous des entreprises qui nous disent, écoutez, il y a un dialogue qu'on a perdu avec vos étudiants, avec les jeunes diplômés, et pourtant c'est bien d'eux dont on a besoin. Donc je crois qu'il y a aussi un message qui doit redevenir positif auprès de nos étudiants, parce qu'encore une fois, j'y reviens, l'économique, l'entreprise fait partie de la construction des solutions. C'est aussi dans les grandes boîtes que vont se construire les solutions. Voilà. On parlait tout à l'heure un peu d'une sorte de bascule des consciences, d'une sorte d'un sérieux qui aurait changé de camp, d'une sorte de consensus. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus la démonstration à faire sur ce sujet-là. On n'est plus sur le pourquoi, on est juste sur le comment on y va. On est juste sur quand, comment, et avec tous les principes de réalité que ça suppose. Donc oui, ce projet-là économie solidaire du comité de direction, de mon patron qui est le directeur général de l'école, du conseil d'administration, de l'International Advisory Board, dont c'était le sujet principal déjà il y a 2 ans. Vous voyez, c'est un projet d'institution. Et ce qu'on a produit aussi, c'est une feuille de route, une stratégie en 12 points, qui est un plan d'action sur 10 ans qu'on va déployer et qui est collectif. Et que je ne pourrais jamais porter seul, mais qui est finalement un projet de transformation. Et moi, j'ai la chance d'avoir 25 ans de passé dans ce métier,
de postes différents, de compréhension de ce qu'est une grande école de business et de ce qu'est HEC, et de pouvoir finalement fédérer un effort collectif de l'ensemble de mes collègues. Mais on va le faire tous ensemble. Et tout ça est nourri par des gens qui réfléchissent depuis longtemps, des profs, cet institut SNO dont je vous parlais, Society and Organizations, qui sont des gens qui sont depuis longtemps dans ce travail de prospective et de préparation et d'investissement sur le sujet. Et aujourd'hui, ces sujets-là, qui étaient des sujets de recherche périphérique peut-être il y a 15 ans, aujourd'hui on les porte au cœur de la stratégie du campus en disant ça va être un axe sur lequel HEC maintenant bâtit sa feuille de route.